Qu'est-ce que tu as ressenti quand je t'ai dit que j'aimais les garçons? Je l'ai ressenti, ouais, comme une trahison et ça m'a éloigné de toi. Au sommaire de ce numéro de toute une histoire, J'ai fait mon coming out, ça n'a pas été forcément évident, j'ai eu le droit aux insultes. Votre mère, elle vous a dit quoi? Arrête, je vais vomir. quand ils ont enfin osé faire leur coming out, nos invités ont été rejetés par leurs proches. J'avais l'impression d'être la honte de la famille. Ça a vraiment été vraiment difficile. C'est comme si c'était plus mon petit garçon. J'ai essayé de m'expliquer, mais il était assez fermé sur le sujet. Mais depuis quelque temps, ils ont retrouvé leur place à leur côté. Quand je t'ai vu à l'hôpital, allongé sur un lit, branché de partout, on nous a dit que t'étais passé à deux doigts. J'ai mis ma fierté de côté. J'ai regardé ce garçon et je me suis dit, waouh, quel beau garçon. Il irait bien avec mon fils. Je suis super content que tu m'acceptes comme je suis. Bonjour à tous, nous allons démarrer cette émission avec un chiffre très parlant. 59% des homosexuels ont déjà été victimes d'homophobie dans le cadre familial. Le coming out de nos deux jeunes invités a été vécu comme un séisme par leur famille, rejetés pendant plusieurs mois à cause de leur orientation sexuelle. Tony et Marvin ont accepté de revenir sur cette période difficile de leur vie. Leurs proches seront également à leur côté pour nous livrer leurs témoignages. Bonjour à tous les deux, merci d'être là. Marvin, vous avez 20 ans, vous êtes un jeune homme épanoui dans tous les domaines, notamment en amour, qui partage votre vie depuis maintenant 3 ans. Mehdi, qui est juste Qui est là. avec nous dans le public et auquel nous donnerons la parole tout à l'heure. Ce bonheur, vous l'avez longtemps espéré, mais pendant des années, vous avez caché votre homosexualité à votre entourage. À quel âge avez-vous décidé de faire votre coming out, comme on dit? À 17 ans, Pourquoi à cet âge-là, précisément? puisque c'était très difficile pour moi de me cacher. Et pour me libérer et pour enfin vivre épanoui. Vous aviez déjà rencontré votre petite amie? Non. Pas à l'actuel, mais à l'époque, oui, j'avais rencontré un garçon. Oui. C'est À grâce qui l'avez-vous dit en premier? à mes amis d'internat. Et puis, dans votre famille? Dans ma famille, à ma sœur. D'abord, première. comment a-t-elle réagi? Très bien. Et vous- Elle a rigolé. Ouais. Elle s'en doutait? Oui, elle s'en est toujours doutée. Vous l'avez confié également à votre mère? Oui, Quelle a été sa réaction? très violente. Elle vous a dit quoi? Arrête, je vais vomir. Et votre père? Il n'est pas présent dans ma vie. Donc votre mère ne s'en doutait pas du tout? Je pense qu'elle s'en doutait, mais qu'elle se mentait à elle-même, en fait. Elle refusait cette idée. Bien sûr. Alors, elle nous rejoindra un peu plus tard dans l'émission. Et d'ailleurs, c'est avec beaucoup de courage et de sincérité qu'elle reviendra sur cet épisode. Tony, j'imagine que le témoignage de Marvin fait écho à votre propre histoire. Vous aviez 17 ans. Vous avez 17 ans. Vous êtes aujourd'hui venu nous parler d'une personne qui compte énormément pour vous. C'est votre frère jumeau, Enzo. Comme la maman de Marvin, il a eu beaucoup de mal à accepter votre orientation sexuelle. Quand est-ce que vous lui avez révélé votre homosexualité? Je lui ai révélé à l'âge de 15 ans, De quelle manière? pendant une soirée en famille. On était tous les 4 et mon beau-père est allé se coucher, c'était après un film et j'ai senti que c'était le bon moment pour leur en parler, que ça allait être un poids que j'allais me... Donc j'allais l'heure, m'enlever. il y avait qui? Votre mère et votre frère? Et mon frère, oui. D'accord. De quelle manière ont-ils réagi? Très bien, sur le moment, très très bien. Ma mère m'a dit que tant que j'étais heureux, c'était ce qui était le plus important. Elles s'en doutaient? Je pense, oui, qu'elle s'en doutait. Et votre frère? Mon frère l'a très bien vécu sur le moment. Ça a été après que ça n'a pas été évident pour lui. Et lui, il s'en doutait? Je pense aussi qu'il s'en doutait. Mais en tant que frère jumeau, je pense qu'il n'imaginait pas totalement que je sois homosexuel. Et Donc les deux, votre mère et votre frère, ont bien réagi dans un premier temps.
Et dans un deuxième temps, Ça a été mon frère qui l'a rejeté. Il avait peur du regard des autres. Ouais. Je pense que c'est plus ça qui l'a vraiment bloqué. Ça n'a pas été évident. J'ai eu le droit aux insultes, que ce soit de mon frère, parce qu'il savait que ça me blessait, ou des gens qui faisaient partie de l'extérieur. il n'a pas pu être parmi nous, votre frère, aujourd'hui, mais nous le retrouverons tout à l'heure dans un reportage très émouvant. Frédéric, donc, est là. Elle, 59% des homosexuels sont victimes d'homophobie dans la sphère familiale. On a du mal à croire que ce chiffre est encore Si élevé. si élevé aujourd'hui, quoi, de nos C'est jours. vrai qu'on a le sentiment. Bon, c'est le cas. Les mentalités évoluent, les représentations aussi évoluent. Ça reste quand même quelque chose de difficile à vivre pour un parent. Et dans plus de la moitié des cas, ça reste un choc. C'est toujours difficile pour un parent de se dire qu'il va être parent d'homosexuel. C'est faire le deuil de pas mal de choses. C'est être aussi confronté à l'incompréhension, à la culpabilité parfois, de se dire qu'est-ce que j'ai mal fait, est-ce que c'est de ma responsabilité, est-ce que je suis responsable de ça ou pas, à quelque chose qui peut faire peur aussi pour son enfant, le sentiment qu'il peut en souffrir, qu'il peut être victime justement d'homophobie, qu'il peut être exclu, donc ça peut faire peur aussi. Et c'est faire le deuil aussi pour certains de la grand-parentalité, donc de la représentation qu'ils s'étaient faite de leur enfant idéal, c'est-à-dire qu'ils fondent une famille, qui a des enfants, et de réaliser que c'est pas l'enfant qu'on imaginait et que c'est devenu une personne et qu'on ne sait pas forcément ce qu'il ressent, ce qu'il éprouve, quelles sont ses orientations. Et du coup, là, on découvre le décalage. Notre enfant n'est pas une extension de nous-mêmes. Et du coup, à cette annonce, on le réalise d'une manière assez brutale. Alors, on va remonter à votre enfance. Tony, à quel âge vous avez compris que vous n'étiez pas attiré par les filles? À 10-11 ans. Vous étiez quel genre de petit garçon? J'aimais pas tout ce qui était sport en équipe. J'en ai fait, mais par exemple tout ce qui est football, c'est pas mon truc du tout. Au collège, quand on pouvait nous demander de choisir entre faire du foot ou faire de la gym avec les filles, moi j'allais à la gym avec les filles et on discutait, quoi. C'était notre... Et vous, Marvin, vous vous reconnaissez dans cette description? Absolument. Vous vous sentiez attiré par les garçons très jeunes? Très jeune. Vers 5 ans. En maternelle, en fait. Où c'était mes amoureux, quoi. Pas mes amoureuses. Je me suis entouré. Il était mignon. Oh mon Dieu. Et vous, les sports d'équipe, les sports de garçons? Oui, j'aimais quand même les sports de garçons. Mais à la maison, c'était les jeux de filles. C'est-à-dire, vous jouiez à quoi? Les Barbies. Ah bon? Vous jouiez à la Barbie? Oui, je suis allé au Barbie, avec les Barbies de mes sœurs. Ouais. Alors, Tony, votre frère jumeau, lui, c'était quel genre de petit garçon? Il était très différent de vous? Il avait des centres d'intérêt très différents des vôtres? Oui, très différent. Lui, il adore tout ce qui est sport en équipe. Il fait du foot. Lui, c'est les filles. Il est dans cet univers 100% garçon, si on peut dire ça comme ça, mais son univers à lui, quoi. Vous vous entendiez bien tous les deux? Oui. Très fusionnels, très proches? Donc inséparables quand même? Voilà. Ou dans la mesure où vous aviez des goûts différents? On avait des goûts différents, mais on avait ce petit jeu de... On s'aime, mais on se prend un petit peu le bec, mais c'est notre façon à nous de nous dire qu'on s'aime, quoi. Ouais. Chien et chat. Voilà, c'est ça. On se taquine. Et vous? Il vous est arrivé d'appréhender la réaction de votre mère? Il paraît que vous avez tenté à plusieurs reprises de lui faire comprendre que vous étiez homosexuel de manière détournée. Comment vous vous y preniez? Dans ma chambre, des posters de mannequins hommes, le drapeau de la communauté LGBT. Plein de petits signes comme ça. De ma tenue vestimentaire aussi, très flash, très serrée. Et jamais elle a réagi? Non. Non. Jamais elle ne vous a posé une question? Non. Sur le drapeau, par exemple? Sur le drapeau, elle m'a dit, quand elle est rentrée dans ma chambre, il est magnifique l'arc-en-ciel, ton arc-en-ciel. Voilà ce qu'elle m'a dit. Moi, j'étais un peu déçu. Vous pensez qu'elle se voilait la face délibérément? Oui.
Oui, parce que les signes étaient quand même assez gros. Qu'est-ce que vous en pensez, Frédéric? Oui, mais c'est une forme de déni de la réalité. Quand il y a quelque chose qui nous dérange et qu'on ne veut pas voir, on l'occulte complètement. Et tant qu'on ne nous place pas sur ce terrain-là pour nous confronter à la réalité, on l'occulte complètement. Mais ce qui est important aussi par rapport au témoignage de Tony et de Marvin, c'est que l'adolescent, ce qui est compliqué, c'est qu'il a intériorisé soit l'homophobie parentale, soit l'homophobie ambiante, ce qui fait que ça va être très difficile pour lui. Il va y avoir un combat entre se manifester dans qui on est, et on a le besoin d'exister comme on est, et le fait de vouloir être accepté et d'être, entre guillemets, normal. Donc pendant un temps, on va jouer un rôle, on va porter un masque et on va renier quelque part une partie de soi-même, ce qui peut être d'ailleurs extrêmement douloureux parce que ça peut conduire à une grande souffrance intérieure de ne pas pouvoir exister et puis d'avoir honte de soi, de se culpabiliser d'être tel que l'on est et de ne pas assumer ça. Ça peut conduire à beaucoup de souffrance, à une souffrance qui peut aller jusqu'à la dépression. Et il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, un suicide sur 2 chez les adolescents est lié à l'homosexualité et à l'homophobie, à la difficulté d'assumer son homosexualité. C'est énorme, c'est une véritable souffrance. Vous l'avez éprouvé, cette souffrance? Oui. Au point d'avoir des idées noires? Oui. Ah oui? Des moments d'impasse totale? Total. Et même d'en venir à l'acte. Il vous est arrivé de faire une tentative? Oui. Vous disiez quoi? Je ne veux pas décevoir, je ne veux pas faire souffrir. Je veux pas décevoir, je veux pas faire souffrir, je m'accepte pas comme je suis, j'ai peur en fait. Mais est-ce que vous étiez clair au fond de vous sur vos envies? Oui. Ouais, vous le saviez? Les personnes qui ont l'orientation sexuelle de l'homosexualité le savent depuis toujours, depuis très jeune. C'est toujours exprimé. Ce qui contredit l'idée qu'on devient homosexuel. On ne le devient pas, c'est une orientation sexuelle qui s'impose à soi. On est capable de l'assumer ou pas. Mais c'est une orientation, c'est une structuration psychique, donc on ne devient pas homosexuel. Après, il y a des conditions plus ou moins favorables pour l'exprimer. Et je veux préciser aussi que le coming out, c'est quelque chose à manier avec prudence. C'est-à-dire que oui, on a besoin d'exister pleinement et d'être accueilli, compris par ses proches, mais si soi-même on est encore fragilisé, pas vraiment capable d'assumer son homosexualité et d'être OK avec ça et de l'assumer pleinement pour être capable justement de faire face aux réactions de rejet, ça peut grandement fragiliser. Donc attention à ne pas se précipiter non plus à exprimer ça. Il n'y a pas de nécessité que ce soit fait très très vite. Il faut prendre le temps de soi sentir si on est capable de l'assumer. Et ça peut être de se faire aider aussi par des gens à qui on peut en parler pour vraiment comprendre ce dont il s'agit. Vous avez l'impression de l'avoir fait au bon moment, tous les deux, votre coming out? Oui. Ouais. À un moment, comment vous le qualifiez, ce moment-là? C'est-à-dire, vous n'en pouviez plus? C'était une question de vie ou de mort, justement? C'était de l'impatience, en fait, parce que c'est une période où j'ai rencontré mon premier copain et que j'étais très heureux et je voulais le partager avec ma famille et mes proches. Alors, justement, vous aviez 17 ans lorsque vous avez eu donc votre premier coup de cœur pour un garçon. Vous l'avez rencontré comment? Je l'ai rencontré à l'internat. Voilà, je faisais des études de vente, un CAP vente, et je l'ai rencontré là-bas. Vous l'avez avoué à vos camarades d'internat? Oui. Il n'y avait pas d'homophobie dans ce monde-là? Non. Non, et c'est ce qui m'a étonnée en fait. Ouais. C'est que tout le monde l'a très bien pris. Et j'ai eu énormément de retours positifs. Ces retours positifs ont dû vous mettre en confiance? Exactement. Et vous pousser justement à l'avouer à votre entourage? À ma sœur déjà, oui, c'est ce qui m'a poussé. Ouais. Comment vous lui avez dit à votre sœur? À quel moment lui avez-vous parlé? Eh ben, en rentrant de ma première semaine d'internat, justement, tout de suite après avoir rencontré ce garçon. Et j'étais impatient, mais très stressé, très angoissé. Du coup, j'ai essayé de le faire très fluide avec ma sœur. En lui disant, j'ai rencontré quelqu'un, mais ce n'était pas une fille. Elle m'a regardé, mais je le savais déjà et je l'accepte. Elle était même très contente. Très contente. Ça a dû vous soulager? Énormément. Ouais. Énormément. Et votre maman? Alors là, ma maman, c'est tout de suite après que j'ai dû lui annoncer, puisque c'est ma sœur qui m'a un peu poussé à le faire, pour vraiment que je me libère.
Et On va l'accueillir comme ça. Elle va nous raconter elle-même, puisque elle est là. Isabelle. Isabelle, merci d'être parmi nous. Merci à vous. C'est courageux de venir sur notre plateau et je pense que ça aidera d'autres parents, peut-être, qui vivent la même chose que vous. Oui. Montrer que, eh bien, on peut être choqué, souffrir, mais quand on aime son enfant, être capable de se remettre en question. Hein, c'est ce que vous allez nous raconter. Alors, donc, on parlait de ce moment où Marvin vous a annoncé son homosexualité. Comment l'avez-vous vécu, vous? Très mal. Très mal. J'étais dégoûtée. Vous vous en doutiez? Oui, il y avait des petits signes, je m'en doutais, mais en même temps, on ne veut pas voir. Vous aviez fait attention à ces petits signes, au drapeau, à sa manière de... au poster avec des hommes dans sa chambre? Comment vous l'interprétiez, tout ça? Une passade, une mode, voilà, on va dire un peu comme ça, ouais, une mode. Et puis quand il m'a annoncé... Comment il vous l'a annoncé? Avec quel mot? En rentrant, en fait, c'est même pas presque lui qui me l'a annoncé, c'est plus ma fille qui m'a dit faut que Marvin te dise quelque chose, mais il faut que tu assis-toi, il faut que tu sois prête. Et j'ai compris. Ce qu'il allait vous dire? Ouais. Donc vous le saviez? Oui. Mais je voulais pas, je voulais pas que ça soit ainsi. Ouais. Et alors, Donc, quel mot elle a prononcé, votre fille, pour vous l'annoncer? Donc elle m'a dit, ben voilà, ton fils est amoureux, mais en fait il est gay, il est amoureux d'un garçon. Et là j'ai regardé mon fils et j'ai dit non mais c'est pas possible, c'est pas vrai. Et j'ai dit je vais aller vomir là. Là je me suis sentie très mal à l'aise. Et je suis partie d'ailleurs vomir. Je suis partie à la fenêtre et je suis partie vomir. Je me suis tout de suite... En fait, c'est pas après lui que j'en avais, c'est après moi. Alors pourquoi, je sais pas. Mais j'ai l'impression d'avoir loupé quelque chose. J'ai dit, c'est pas possible que ça m'arrive. C'est fréquent de se responsabiliser, de dire qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai loupé, qu'est-ce que j'aurais pu faire à la place, de se responsabiliser de quelque chose dont on n'est pas responsable. Dont on n'est pas responsable. Mais dont il n'est pas responsable non plus. Tout à fait. Voilà. Mais c'est légitime de se poser ces questions-là. Oui. Surtout qu'il y a eu beaucoup d'interprétations, effectivement, mais qui ne tiennent pas la route au vu d'études empiriques. Tout à fait. Donc culpabilité, dégoût, Dégoût, au point de vomir, au point de vomir. colère. J'ai été en colère, oui. J'ai été à un moment dans le déni même. Je voulais plus le regarder en face. C'est comme si c'était plus mon petit garçon. Comme si j'avais une autre personne en face de moi, quelque chose qui m'a échappé. Ça a duré longtemps, ça, ce déni? Ça a duré 15 jours, 3 semaines, à peu près. 1 mois. 1 mois. Vous en avez beaucoup souffert, Marvin, de voir votre mère vomir comme ça doit être terrible. Encore maintenant, en y repensant, en repensant la scène, je suis très ému. Ouais. Ouais. Vous disiez quoi? J'anticipais, j'ai quand même anticipé ses réactions en me disant elle va mal le prendre, mais jusqu'à en venir au fait qu'elle me dise tais-toi, je vais vomir, ça m'a détruit, quoi. Comment vous expliquez cette réaction si violente? On va dire la non-conformité, quelque part, entre parenthèses, où ça ne rentre pas dans les choses qu'on apprend depuis qu'on est petit. Hein. Il y a un papa, il y a une maman. Voilà, on est amoureux d'une fille ou d'un garçon, mais on n'est pas amoureux de c'était quand même assez tabou encore, je trouve. Et pourtant, vous n'avez pas l'air très conformiste. Non, pas du tout. Vous n'êtes pas devenu, je le vois à votre manière de vous habiller, Oui. à vos bijoux, à votre vernis à ongles. Donc, vous n'êtes pas quelqu'un d'ordinaire. Voilà, on va dire ça comme ça. Je ne suis pas conformiste du tout. Alors, vous êtes devenu original à la suite de cette annonce ou vous l'étiez déjà? Non, je l'étais et je m'affirme de plus en plus en prenant de l'âge.
Alors, comment vous expliquez que vous ayez eu une réaction si violente alors que justement... Je pense plus pas par rapport à moi, par rapport à la famille. Donc à mes autres filles, à mes parents, aux oncles, les cousins, enfin toute la famille en totalité. Qu'est-ce qui m'arrive et comment je vais assumer le fait de leur dire que mon fils est gay. Donc en fait, ce qui vous gênait le plus, c'est le regard qu'ils puissent porter sur vous et sur l'éducation que vous aviez donnée à votre fils? Oui, par certaines personnes, oui. Par rapport à des gens qui sont très dans la conformité. Parce que et dans justement, le peut-être qu'ils formatage. vous jugeaient déjà Certainement. et que vous souffriez de leur regard sur vous? Beaucoup, tout à fait. Tout à Valérie fait. Ben, l'analyse est faite. Mais c'est ça, c'est la peur du jugement. Et, C'est ça. et peut-être aussi, je pourrais rajouter que le fait de, à mon avis, vous étiez fusionnel aussi avec votre fils et que là, c'est la diffusion brutale. C'est-à-dire que non seulement je prends conscience, puisque quand le problème, le dégoût, il vient du fait qu'on se représente la sexualité de son enfant. Exact, voilà. Et du coup, ça, c'est très, très difficile à vivre parce qu'on est, en tant que parents et enfants, on ne doit pas savoir ce qu'il en est de la sexualité ni de nos parents ni de nos enfants. Donc là, du coup, on visualise et le dégoût vient de là. C'est ça. C'est l'image qu'on C'est a ça. de l'homosexualité. Et qui Donc, il y rend avait pas- ça. Voilà. La diffusion d'avec votre fils, réaliser que c'est plus un petit enfant. Un petit garçon aussi. C'est ça. Vrai. Et donc ça, c'était peut-être compliqué. Et effectivement, le fait peut-être, comme disait Marvin, le fait l'avoir élevé seul, de se dire, c'est mon éducation qui va être mise en cause, c'est moi qui vais être mise en cause à travers lui. Oui, mais bon, ça, je suis souvent confrontée à ce problème. Donc là, je suis plus. C'est plus un problème. C'était plus l'image. C'est l'image que j'avais pas l'habitude de voir et c'est surtout son petit garçon. Et comme vous dites, oui, c'est plus son petit garçon. C'est ça. Jusqu'à penser, mais non, mais il va avoir mal. Mais carrément, on pense des choses comme ça. Marvin, J'ai eu honte de moi, j'avais l'impression d'être la tare de la famille, la honte de la famille. Et moi, qui voulais absolument pas me faire abandonner par ma maman, comme j'ai été abandonnée par mon papa, ça a vraiment été vraiment difficile. Certes. vous avez été très maternante, très présente. Très présente et très maternante avec mes garçons et je les vois beaucoup plus fragiles que mes filles. Vous avez combien d'enfants? 5. Alors, est-ce qu'on peut établir un lien avec l'homosexualité? On dit souvent qu'avoir une maman trop présente, hyper protectrice, on dit que parfois ça peut avoir un lien avec... Encore une fois, ce sont des interprétations qui ont été posées et qui ne tiennent pas la route sur des études importantes sur l'homosexualité. C'est pas parce qu'on a eu une mère avec laquelle on était fusionnel, soi-disant Oedipe, mal vécu ou un père absent, que forcément on devient homosexuel. On est homosexuel. Pour Sachant que je le pensais, je me disais, il a été élevé avec moi, au milieu de ses sœurs. C'est vrai qu'il n'y avait pas de repère masculin, à part son papy. Mais voilà, je me disais, ça se trouve, ça vient de ça. C'est vrai qu'on se met des a priori comme ça, en se disant, il peut que... Mais non, en fait, ils naissent... Oui, et c'est les représentations aussi. Vous avez dit tout à l'heure, quelque part, j'ai plus confiance dans mes filles pour avancer dans la vie et être solide. Donc ça, ce sont vos propres représentations que vous avez projetées effectivement sur vos enfants. Oui. Et ça, c'est des choses que l'on porte, des introjections ou des pensées limitantes qui font qu'à un moment, effectivement, on va se comporter différemment avec un garçon ou avec une fille. Tout à fait. Donc c'est important de se libérer aussi de ces fausses croyances parce que du coup, elles impactent sur notre manière d'être avec nos enfants. Exactement. Alors du coup, comment vous avez réagi? Vous avez pris un peu de distance pour vous protéger Beaucoup de distance. de la réaction de votre maman? Oui. Vous avez décidé d'aller vivre chez votre sœur? Chez ma sœur, qui m'a accueilli les bras ouverts, qui a accepté aussi. Comment vous en êtes arrivé là, à prendre cette décision? D'une dispute très, très banale. Avec votre mère? Oui. Mais c'est parti de rien. Elle a pris mes affaires et les a jetées par la fenêtre. J'ai dit maintenant tu t'en vas. Oui, c'est vrai que ça a été violent. C'est parti de quoi? Je pouvais pas supporter le fait qu'il voulait me parler de son copain, de cet amour
qui dans ma tête encore pouvait pas être existant. Et je voulais pas. Il voulait vraiment en parler tout le temps. Et j'étais moi-même dans une impasse en disant je ne sais pas, je dois le faire, je dois pas le faire. On se pose 1001 questions. Et oui, du coup, j'ai pété un câble entre parenthèses, on va dire. Et oui, je lui ai dit de partir. Et pourtant, vous ne semblez pas être quelqu'un de très agressif ou, Non, pas du tout. Je suis même très ouverte et très cool sur beaucoup de choses. Mais là, je sais pas, ça m'a... C'était plus mon petit garçon. J'avais vraiment un autre regard de mon fils. Donc là, les affaires par la fenêtre, ça faisait beaucoup, quoi. Ça faisait beaucoup, mais je me dis, bon, Vous vous êtes dit quoi? Je m'en vais, ça lui passera, je reviendrai quand elle aura accepté. c'est ça. Ou vous vous êtes dit, je m'en vais, je veux plus la voir. Je m'en vais et je reviendrai. Ah oui, ça c'est vrai qu'il est très... il est très comme ça. J'y arriverai, maman. Je me suis mis une barrière, en fait. Ouais. Après le choc qu'elle a eu, je me suis mis une barrière émotionnelle Ouais. pour éviter d'encaisser trop de choses négatives. Ouais, ça vous faisait mal que Oui. votre maman réagisse comme ça. Et puis ça me faisait mal de réagir comme ça aussi. Ouais. Parce Vous qu'elle en n'est êtes pas bien. voulu Ah d'avoir oui. balancé ces affaires Mais par oui, la fenêtre? bien sûr, je me remets tout le temps en question. On se dit, mais pourquoi une telle agressivité en nous, une telle violence, alors que d'habitude, on n'est pas. Vous avez cherché à vous excuser? Excusez, non. Comprendre, oui. Comprendre et être à l'écoute, oui. Et alors là, d'ouvrir, Vous espériez que ça lui passe? oui. Oui, oui. Vous vous êtes dit, c'est une passade? Tout à fait, c'est un effet de mode, c'est voilà, ou c'est une passade, où il se cherche, ou plus profondément, je me suis même dit, il doit s'auto-punir parce qu'il se sent coupable aussi que son papa soit parti. Peut-être qu'il s'auto-punit en cherchant chez un homme l'amour d'un papa. Ouais, je suis vraiment allée loin dans... Ça, c'était toutes vos projections que vous avez balancées sur lui. Oui, certainement, oui, tout à fait. C'est vos peurs, toutes C'est vos ça. peurs. Et les peurs aussi d'être, quand on est monoparental, c'est forcément, il manque un repère masculin pour un petit garçon. Et je me dis peut-être que j'ai pas su faire des choses à des moments précis. Voilà, toutes les questions qu'on se pose en tant que parent. Cette culpabilité que l'on peut ressentir, Oui. effectivement, de ne pas avoir fait ce qu'il fallait et de Tout se à demander fait. pourquoi. Pourquoi oui. Tony, vous aussi, vous avez grandi sans papa. Il est parti quand vous avez quel âge? 3 ans aussi. Donc vous avez quand même pas mal de points. Ouais. Énormément. Est-ce que certains de vos proches ont fait un parallèle entre l'absence de votre père et votre orientation sexuelle? Non, pas dans l'immédiat. Enfin, j'ai jamais entendu une personne de ma famille pouvoir faire ce rapprochement. Moi, je l'ai pensé, que j'avais peut-être besoin de ce rôle, d'avoir un rôle masculin qui soit avec moi dans ma vie et un peu qui me dirige en fait. Après, je me suis dit que non, si je suis comme ça, c'est pas parce que j'ai pas mon papa, c'est parce que je suis comme ça et que je les aime. Votre maman était très maternante aussi, très présente, très proche de vous? Oui, elle nous a beaucoup protégés. Un lien assez fusionnel avec elle? Oui, C'est votre tante, vous, qui vous a poussé à faire votre coming out. Alors votre tante, c'est la sœur de votre mère? non, c'est la sœur de mon papa Ouais. qui est elle lesbienne. Et donc ça a été plus évident pour moi d'en parler directement avec elle. Vous aviez quel âge quand vous vous êtes confié à elle? J'allais sur mes 15 ans, donc j'en avais 14, mais Comment a-t-elle réagi quand vous lui en avez parlé? bien quoi. Elle s'est pas opposée, sachant qu'elle elle était dans le même contexte et elle m'avait dit vas-y, lance-toi quoi. Dans le même contexte assumé, ouvertement? Mais elle m'a raconté, elle a eu beaucoup de mal à le dire et c'est un petit peu, elle l'a un petit peu annoncé tard. Ce qui fait que dans sa jeunesse, elle l'a un petit peu gênée entre guillemets. Elle pouvait pas avoir la vie qu'elle voulait. Mais aujourd'hui, elle est heureuse, elle est en couple et je suis très content pour elle. À l'époque où vous lui en avez parlé, vous étiez amoureux? Oui, j'étais tombé amoureux d'un garçon. De votre âge? Oui. Très amoureux?
Oui. Donc vous en avez parlé à votre tante et puis Oui. après à qui alors? À sa sœur, donc mon autre tante, et qui m'ont dit parle-en à ta mère, elle va comprendre. Je savais qu'elle allait comprendre, mais je voulais vraiment le bon moment et enfin même je savais qu'elle allait l'accepter, mais j'avais quand même peur de ce rejet parce que on en parlait, hein, parce que elle s'en doutait, mais lui dire officiellement c'était quelque chose qui était vraiment pas facile et enfin je me préparais à ça et je me confiais à mes deux tantes. Et finalement, elle vous a agréablement surpris. Oui, Elle a plutôt bien réagi. oui. Vous gardez quel souvenir de ce moment-là? Un souvenir agréable. Enfin, c'était vraiment... c'était une confession, mais je me suis senti libre. Après, je suis allé me coucher, mais j'avais un poids en moins. Je suis Comment allé vous leur avez dit? après une soirée, on avait regardé un film. Mon beau-père était parti se coucher et ils avaient éteint la télé. Mon frère allait monter, puis je lui ai dit comme ça, reste là s'il te plaît, j'ai quelque chose à vous dire. Et je l'ai fait, je leur ai dit comme une devinette en fait. Comment? Je leur ai dit comme ça, j'aime quelqu'un, vous connaissez des personnes de sa famille, ils sont assez proches, ils travaillent pas loin de chez nous, enfin voilà, dans ce ton-là. Et après, ils voyaient pas, donc je me suis lancé, je leur ai dit qui était cette personne. Donc pas de réaction violente. Non. Sur le moment, non. Donc même votre frère, vous avez été soulagé qu'il Oui. réagisse plutôt bien. Comment s'est-il comporté avec vous dans les jours qui ont suivi? Ça a été l'éloignement. Il s'est beaucoup éloigné, on avait plus cette complicité, on pouvait tous dire, ou on se chamaillait, c'était plus pareil. Il s'est fermé? Ouais. Vous avez essayé de parler avec lui? Oui, j'ai essayé de m'expliquer, mais il était assez fermé sur le sujet. Et enfin, il a fallu batailler, entre guillemets, pour pouvoir qu'on en parle vraiment. Et... Batailler au sens propre? Non, pas au sens propre, mais enfin, c'était un petit peu une lutte, quoi. Il a fallu vraiment lui faire comprendre que j'étais comme ça et que c'était pas... qu'il s'imagine pas que c'était de sa faute ou que c'était... Avec ce qu'on avait vécu quand on était plus jeune, c'était vraiment quelque chose qui... J'étais comme ça, quoi. Il vous a blessé quand même, il a prononcé des mots qui Oui. vous ont blessé, vous vous êtes battu quand même. Quand je dis Oui, batailler, vous vous êtes oui. battu quand même. Oui, on a eu des petits moments où on se battait. Mais vraiment? Oui, c'était nos... Enfin, je sais pas si on peut appeler ça un amour, mais enfin, c'était... Passionnel. Voilà, c'est nos moments où on se chamaille, c'est pour de vrai. On est vraiment énervé, mais on se fait pas si mal que ça, en fait. Enfin, c'est vraiment de la taquinade, c'est... Enfin, je te grille, je te pince, enfin, c'est vraiment des... Mais pour lui faire comprendre, quoi. Ça vous Comment vous le ressentiez? Ça vous blessait? Ça vous faisait de la peine? Ça Ouais. vous agaçait? Qu'est-ce que vous aviez au fond de vous? Bah, vraiment blessé. Blessé. Parce que c'était... Enfin, mon jumeau, c'est ma moitié. Sans lui, enfin, s'il lui arrive quelque chose, je suis rien. J'ai ma famille, mais mon frère, c'est mon frère. Et il a tout le temps été là. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, quand il y a eu cette coupure, vraiment, ça a été comme un choc. Ça a été vraiment très dur. Il était amoureux, lui, de son côté? À cette période, non. Ouais. Ça aurait été plus facile s'il avait eu une amoureuse en même temps que vous? Peut-être qu'elle aurait pu lui dire écoute, ton frère est comme ça. Elle aurait peut-être pu entre guillemets, le raisonner. Parce qu'il y a quand même autre chose qui entre en jeu. Là, il y a ce côté quand même de la gémellité, où on ne Absolument. doit pas accepter que son jumeau soit amoureux de quelqu'un quand même. Oui, mais c'est surtout la diffusion. Et là, on revient à passer du stade d'enfant au stade de l'adulte. C'est-à-dire Autrement dit, si ça avait été une fille, il aurait peut-être réagi comme ça aussi. peut-être moins violemment. Peut-être moins violemment parce que pour son frère, c'était trop confrontant par rapport à lui-même, ça l'interrogeait trop et sans doute qu'il avait du mal à accepter peut-être une dimension de lui et le fait que ce soit son jumeau qui précisément porte cette dimension-là, ça devait être insupportable parce qu'il l'a rejeté chez lui. Donc effectivement, peut-être le fait d'être amoureux lui-même aurait simplifié les choses parce qu'il aurait été rassuré sur sa propre orientation. Il n'a pas eu l'air d'avoir des doutes sur son orientation sexuelle. Vous disiez qu'il parlait tout le temps des Mais c'est filles. confrontant quand même. Ouais. C'est son double. Ouais. Vous le dites. Donc forcément, quelque chose qui concerne mon jumeau me concerne aussi.
Donc si mon jumeau me dit je suis homosexuel, c'est un miroir qui m'est tendu. Donc est-ce que moi je suis homosexuelle aussi? C'était vraiment le regard des autres. Je pense qu'il s'est dit aussi que si moi j'étais homosexuel, il s'est peut-être dit que les autres allaient penser que lui était homosexuel. Oui. Et il a eu aussi également des insultes fait. là-dessus. T'es comme ton frère, enfin C'est ça. des choses comme ça. Et je pense que c'est ça aussi qu'il a beaucoup travaillé. Et comment ça a réagi justement autour de vous, vos copains, etc. Mes amies, je les aime beaucoup. Elles ont franchement tout le temps été là, elles m'ont tout le temps conseillé. Elles Oui, C'est des filles? oui. Et, enfin, à partir du CM2, j'étais qu'avec des filles. Enfin, les garçons, j'aimais les garçons, mais je n'arrivais pas à être avec eux dans leur ambiance de sport, de foot, de parler de filles. Enfin, j'étais pas dans la même optique et c'était vraiment avec les filles que j'étais le mieux, où je pouvais me confier, où on pouvait rigoler. Il y avait aucune gêne, il n'y avait pas de peur en fait. C'était vraiment, c'était sincère. Quoi. Elles ne vous ont pas jugé. Non, pas du tout. Alors ça a duré 1 an quand même, cet éloignement avec Oui. votre frère. Et au bout d'1 an, il y a eu un déclic. C'était en 2015. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu de graves problèmes de santé. Donc j'ai fait un début d'infarctus. À quel âge alors? J'avais 16 ans. C'est dingue de faire un infarctus à Ah 16 ans. Oui. C'est dû à quoi? La fatigue, le stress, enfin plein de choses. Il y a plein de facteurs, hein, le tabac, enfin vraiment tout. Et c'est vrai qu'à cette période, j'étais dans mes études, la rentrée venait juste de débuter, donc c'était un petit peu quand même assez sportif. On avait la vie familiale à côté. Enfin, j'étais vraiment partout et je prenais pas trop de temps pour moi en fait. Et je me couchais assez tard, je me levais assez tôt. Enfin voilà, j'avais un rythme de vie qui était pas forcément évident pour une personne de mon âge. Mon corps en avait besoin de ce repos et de se poser, mais moi, enfin j'étais bien, j'étais très bien. Et ça s'est traduit comment? Euh, Des douleurs au Oui, thorax? donc douleur à la poitrine, j'avais très mal à la mâchoire, donc j'arrivais pas à parler. J'arrivais pas non plus à me lever sur le moment. J'ai essayé, je pensais que c'était juste une petite crise dans la nuit, voilà, tellement fatigué, surmené. Donc j'ai vraiment essayé toutes les positions. J'ai été me mettre à la fenêtre, je me suis mis sur le côté, je me suis mis à plat, sur le dos, j'ai même essayé à 4 pattes. Enfin, j'ai vraiment essayé toutes les positions possibles pour que cette douleur s'en aille. Et enfin, c'était plus possible, je pouvais plus atteindre. Donc j'ai essayé d'appeler ma tante qui était dans une chambre à côté. Et donc elle ne m'entendait pas. J'ai essayé de lui envoyer des messages, elle n'avait pas son téléphone. Puis j'ai crié, elle m'a entendu. Et puis au départ, elle pensait que je somnambulais un petit peu. Et puis je lui ai dit clairement, appelle les pompiers, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc elle a appelé le SAMU et ma mère est venue me chercher, on a été aux urgences et ils ont fait le diagnostic. Il était temps qu'ils arrivent? Oui. On m'a clairement dit que si j'étais resté 1 heure de plus dans ce lit à attendre, à faire semblant que ça allait passer, ma vie était clairement en jeu. Et donc j'aurais eu un risque vital. Donc là, vous êtes resté hospitalisé? Oui, On vous a demandé de changer d'hygiène de vie? oui. Et votre frère, comment a-t-il réagi? Sur le moment, il a été comme ma mère, ils ont pleuré. Parce que j'ai été une journée dans un premier centre hospitalier. Et le soir, même avec les médicaments, les douleurs ont repris. Donc ils étaient un petit peu. Les infirmières ne savaient pas quoi faire. C'était la première fois qu'ils voyaient un cas aussi jeune chez eux. Et donc ils ont appelé un autre hôpital pour qu'on vienne me chercher et qu'on me transfère là-bas. Donc c'est vrai que les infirmières étaient un petit peu paniquées. Elles ne savaient pas comment faire, clairement. Et donc ma mère a beaucoup eu peur, mon frère aussi. Donc ils ont pleuré. Et moi j'en ai profité aussi pour pleurer parce qu'il fallait au bout d'un moment lâcher tout ce stress. Il doit y avoir une origine quand même psychosomatique. On peut le supposer quand même. C'est que cette situation avec votre jumeau a dû aussi générer beaucoup de stress. C'était difficile d'avoir Et puis c'est le cœur qui est Ouais. touché. cette confrontation. Par hasard. Alors, depuis, vous tentez de retrouver votre complicité. Il y a quelques jours, nous vous avons proposé de vous essayer un petit exercice qui vous a permis de vous livrer à cœur ouvert sur cette relation fragilisée. On regarde ces images et on se retrouve après. À Pontivy, dans le Morbihan.
The lad is young and so are we. So what you say, we'll go and see it all for ourselves. Yeah, yeah. Qu'est-ce que tu as ressenti quand je t'ai dit que j'aimais les garçons? J'étais gêné au début, mais je me rappelle, tu nous l'avais dit après une soirée en famille, et tu as dit voilà, j'ai une attirance pour les garçons. Et je me rappelle que sur le moment, j'avais fait on le savait ou juste ça. Puis après, dans la soirée, dans la nuit même, j'y ai réfléchi. J'ai commencé à voir le regard des autres. Et puis la différence que ça mettait entre nous deux. Le fait de ne pas être pareil, qu'on a toujours fait les mêmes choses. Et d'un coup, ça s'arrêterait parce que tu n'avais pas les mêmes orientations que moi. Donc, j'ai bien réagi sur les premières minutes, mais le lendemain et les autres jours et les autres mois, non. Pourquoi est-ce que tu m'en as autant voulu de ne pas te ressembler? Je l'ai ressenti comme une trahison, ça m'a éloigné de toi. Ça a mis un fossé entre nous deux. T'as commencé à faire tes activités, ce que t'aimais faire avec tes copines ou tes potes, et moi j'ai fait pareil de mon côté et on s'éloignait petit à petit. Est-ce que toi aussi tu as souffert de t'éloigner de moi? Au début, non. Au début, comme je te l'ai dit, c'était volontaire. C'est pour te faire réagir. Et j'ai vu que tu réagissais pas, alors au début, je me suis dit, rentre pas dans mon jeu. Donc ça va pas le faire réagir, ça va pas changer. Et le fait qu'on se soit éloigné, qu'on s'insultait, qu'on se tapait, que j'ai fait des choses avec des potes envers toi qui n'ont pas été superbes. Et ça nous a pas mal fait souffrir. Et du coup, je m'en veux. Me faire réagir, mais dans quel but? De te blesser pour que tu te demandes si c'était vraiment la bonne orientation pour toi. Après voilà, je m'en veux. Tout ce que tu sais très bien, je suis excusé, je m'excuserai. Et voilà, après c'est fait, on peut pas revenir dessus, maintenant il faut aller de l'avant. Pourquoi est-ce que tout a changé le jour où je suis tombé malade? Parce que quand je t'ai vu à l'hôpital, allongé sur un lit, branché de partout, les infirmières qui couraient partout, qui appelaient tous les centres hospitaliers de Bretagne pour savoir ce qu'ils allaient faire, je me suis rendu compte que je pouvais perdre mon frère. On nous a dit que t'étais passé à 2 doigts. Et moi, sans mon jumeau, c'est impossible. Et ouais, j'ai flippé. J'ai mis ma fierté de côté, j'ai flippé. Aujourd'hui, est-ce que mon homosexualité est toujours un sujet tabou pour toi? Non, pas forcément. Après, c'est sûr que si un jour je te vois avec un garçon, ça me fera bizarre. Mais j'accepte. Est-ce que tu peux me pardonner pour le mal que je t'ai fait? Oui. T'es déjà tout pardonné. Et maintenant, c'est vrai qu'il y a des choses qui resteront toujours en moi, des insultes, des choses comme ça. Mais aujourd'hui, je préfère regarder dans l'avenir que repenser au passé avec tout ce qu'on a pu vivre et tout ce qui était derrière nous. Et t'es pardonné, quoi. C'est touchant ce dialogue. Hyper touchant. Très touchant. Extrêmement touchant ce dialogue très entre sincère, frères. très profond. Ouais. Alors, il n'a pas pu être là, votre frère, mais il est là au téléphone. Il lui tenait à cœur de participer à cette émission. Bonjour Enzo. Bonjour. Pourquoi c'était aussi important pour vous d'être là, comme Parce ça? que Tony, c'est mon frère jumeau et que je le soutiens jusqu'au bout. Et malgré ce qui s'est passé, c'est ma moitié, c'est tout ce que j'ai. Et, je serai là toujours pour son bien. Vous vous en voulez d'avoir réagi comme ça? Ouais, vachement, ouais. Ouais. Désolé, je suis un peu ému, mais bon. Lui aussi. Entendre ce qu'il a dit, ça me... Lui aussi, il est très ému que vous ayez accepté de répondre au téléphone. Il paraît que vous avez fait beaucoup de recherches sur Internet pour essayer de comprendre. Vous vous posiez quel genre de questions? Du fait que c'était mon jumeau, je me demandais si ça se trouve, j'aurais les mêmes orientations que lui, les mêmes attirances. Et
Après, j'ai vu que sur certains forums, des mamans ou des papas avaient mis que non, dans les cas de la jumellité, ça n'arrivait pas. Et j'ai pas mal réfléchi à ça. Il vous est arrivé de douter de votre orientation sexuelle, vous? Non, mais comme je vous disais, mon frère jumeau, c'est ma moitié. Et je me suis dit, mon frère jumeau, on a tout fait ensemble, donc pourquoi pas plus tard, moi, il y aurait cette orientation, cette attirance qui arriverait. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire à votre frère? Bah, j'ai envie de te dire, Tony, que t'es mon frère jumeau, t'es ma moitié, et que malgré qu'on se voit pas la semaine et que le week-end et que ça dure pas longtemps le week-end, bah, je serai toujours là pour toi. Et que s'il y a un problème, tu sais que j'ai un téléphone et tu sais que je suis à l'écoute. Donc je serai toujours là pour toi, mon frère. Tony, vous voulez répondre à votre frère? Ouais, je veux lui dire que je l'aime et que je le remercie pour tout ce qu'il a pu faire et les moments où tu as été là et voilà, je t'aime quoi. Alors tous les deux aujourd'hui vous tentez de rattraper cette année pendant laquelle vous vous êtes éloignés, mais vos liens fraternels sont toujours très forts, on vient de se rendre compte, et notre équipe a pu le constater il y a quelques jours. Regarde lui. Quand il se balade en ville avec son frère, Tony lui demande son avis sur les garçons qu'il croise. Ouais, un peu trop apprêté, je trouve. Ah, mais c'est important aussi, quelqu'un qui prend soin de lui et tout. Non mais d'accord, mais t'es pas un peu exagéré quand même. Je suis content de lui demander son avis sur les mecs que je peux trouver mignons parce qu'il m'aide, il me conseille, enfin voilà, il donne son avis mais il respecte tout mon choix ou ma décision. Les conseils que je donne à mon frère, c'est de prendre soin de lui, de faire attention et pas tomber dans le piège de certains et de rester lui-même. Bah, tu me verras avec quel genre de garçon alors? Bah, un mec simple qui prend soin de ça, mais il prend soin de ça quand même un minimum. Un minimum, mais pas non plus un maximum, parce qu'il y a des limites quoi. Depuis que les jumeaux se sont retrouvés, ils retissent peu à peu le lien si fort qui les avait toujours unis. C'est clair qu'aujourd'hui, concrètement, j'ai envie de prendre sur notre relation. Les jumeaux, c'est ce qui nous rallie. Et après tout ce qu'on a pu vivre, c'est vraiment important qu'on ait vraiment cette complicité qui doit rester toujours pareil, parce qu'on est frères, quoi. Mon frère, c'est ma moitié, mon jumeau, on a tout vécu ensemble, on est nés en même temps, donc je veux pas le perdre encore une fois pour des disputes. Cet après-midi, Enzo rencontre pour la première fois les amis de Tony. Salut, ça va? Enzo, mon frère. Salut, ça va? Depuis le temps que je vous en parle. Ouais, on le reprend. Ouais. Il n'y a pas trop... si, il y a un petit air de ressemblance. Tu trouves? Ouais, faut rigoler pareil. Le parcours de Tony, il est très courageux. Il l'assume, il cache pas du tout son homosexualité. Et moi, j'ai beaucoup de respect envers lui. Tony nous parle souvent de son frère jumeau. Il s'inquiète tout le temps pour le petit truc, s'il lui répond pas par message. En tout cas, il aime beaucoup son frère, ça se voit. Pour moi, c'est important de présenter mon frère à mes amis parce que c'est ma vie, mes amis c'est ma vie, et mon frère c'est ma vie. Et quand c'était pas facile avec mon frère, mes amis ont toujours été là, ils m'ont toujours conseillé, ils ont toujours trouvé les moyens de me rassurer, de me dire t'inquiète pas, c'est pas de ta faute, ils comprennent juste pas. Ils m'ont toujours soutenu, même dans les moments où vraiment j'étais au plus mal et que j'avais des idées noires. En tout cas, ça fait plaisir de vous rencontrer, puis que Tony me parlait de vous. Jérémy, je le connaissais déjà, mais vous non. Et puis j'espère qu'on se reverra bientôt. Oui, très vite. Nous aussi, on est contente de t'avoir rencontré. Et s'il y a l'une de vos amies qui tombe amoureuse de votre frère? C'est pas possible. Ah bon? Pourquoi? Pourquoi c'est pas possible? Parce que j'aime bien qu'on ait des amis différents. Et, parce que c'est vrai que dans notre jeunesse, on avait les mêmes amis. Ouais. On était tous les deux on a toujours été dans le même établissement tous les deux, mais quand on était en primaire, c'était tout le temps compliqué. On voulait avoir nos amis que pour nous. Là, vous choisirez pas. S'il tombe amoureux, il tombe amoureux. Ouais, mais ça vous embête? Ça m'embêterait un petit peu. Mais pas au point de lui faire la tête pendant un an. Non. Ah non, c'est terminé ça. Isabelle,
la situation manifestement a fini par s'apaiser, si vous ne seriez pas là aujourd'hui. Oui. Comment? Qui a fait le premier pas vers l'autre? C'est Marvin. C'est moi. C'est Marvin, ouais, qui revenait souvent. Qui revenait? Qui revenait souvent à la charge, en fait, on la charge entre parenthèses pour me dire bon, bah maman, écoute. Et puis j'ai fini par comprendre. J'ai fini par comprendre, alors pas l'homosexualité, mais par comprendre le mal qu'on peut se faire. Le mal qu'on peut se faire, et puis surtout à son petit garçon. De dire, ben, j'ai réagi comme ça, et du jour au lendemain, comme ça, et plus de repères. Vous l'avez fait seul, ce chemin, ou quelqu'un vous a aidé à le faire? Non, j'ai fait toute seule. Il vous a fallu combien de temps? À peu près 1 an. 1 an? Enfin, un peu moins quand même. Ça a dû être très long pour vous. Hein? Très long. Ouais. Ouais. Ça a été un peu comme Tony, c'est quand tu as fait ta tentative de suicide. Et là, on remet tout en question. Ouais. Il a fallu quand même en arriver là. Malheureusement. C'était un appel au secours? C'était la dernière tentative? Une tentative, et que je me sentais seule. Et là, quand les médecins vous disent on ne peut pas se prononcer pendant 72 heures parce qu'il est dans le coma et son pronostic vital est engagé, bah là, on voit son gamin en réanimation. C'était très dur, là. Et je crois on oublie tout et on se dit, bah non, bah, c'est pas possible, quoi. La vie ne tient qu'à un fil, voilà, du jour au lendemain. Pour une histoire comme ça qu'on veut pas accepter, on remet vraiment tout en question et on passe l'amour en priorité. Parce que comment vous l'avez analysé, votre réaction, en fait? C'est plus finalement quelque chose par rapport à vous? Certes. C'est un peu d'orgueil? Aussi. Tout à fait. C'est tout un ensemble de... Il y a quand même de ça. Oui. La difficulté à lâcher, à accueillir l'autre tel qu'il est, et puis pas tel qu'on voudrait qu'il soit. C'était difficile à lâcher. Voilà. Et c'est pour ça que la séparation devient un moment obligatoire pour que chacun puisse faire son chemin. Son chemin et réfléchir en même temps et comprendre. Et après, je parlais de ça en tant que parent, de vivre cette annonce comme un deuil quelque part. Quelque part, on vit ça comme un deuil. Et il y a tous les processus du deuil. Et après, l'acceptation. C'est le deuil de la projection qu'on se faisait de son enfant? Oui, de l'enfant idéal, de l'enfant tel qu'on se le représentait, qu'on se l'imaginait, avec la vie qu'on avait imaginée pour lui. Tout à fait. Et avec une renaissance, ont leur propre vie, leur propre autonomie, et c'est difficile de l'accepter. Vous aviez du mal à l'accepter. Tout à fait, ouais. Et puis donc, vous avez fini par l'accepter. Et comment? Puisque c'est grâce à vous qu'il a rencontré son amoureux? Eh ben oui. En fait, j'avais une amie que je connaissais depuis pas longtemps et elle est venue avec son fils. Ce jour-là, on buvait un café, dans un café d'ailleurs. Et j'ai regardé ce garçon et je me suis dit, waouh, quel beau garçon. Et franchement, écoutez, il irait bien avec mon fils. Je me suis moi-même étonnée, je me dis, bah oui, il irait bien avec mon fils. Et puis du coup, je suis rentrée à la maison, j'en ai parlé, je fais, écoute, j'ai rencontré un garçon et tout. Et puis il m'a regardé, limite, il m'a dit, mais ça va, maman? T'as complètement changé de... C'était combien de temps après l'acceptation? Ça, c'était... En 2014. Ouais, en 2014. Donc, Ah oui, an bien un an, ouais, bien un an l'acceptation. après. Juste avant de parler de Mehdi auquel je vais donner la parole, comment ça s'est passé votre réconciliation? Racontez-nous juste le moment où vous avez lâché.
Quand il m'a présenté son premier copain et que j'ai dit bah oui, écoute, amène-le à la maison, on verra. Je veux juste que vous soyez respectueux de. Bah, je vous demanderai de ne pas vous afficher, et en particulier devant son petit frère, Mathis, qui à l'époque avait 7 ans. Donc voilà, je voulais que voilà. Marvin, vous avez quelque chose à dire à votre maman? Oui, que je te remercie pour tout, que je t'aime énormément et que je suis super content que tu m'acceptes comme je suis. Et Isabelle, qu'est-ce que vous aimeriez dire aux parents qui nous regardent et qui traversent peut-être un grand désarroi? Qu'ils lâchent leur orgueil de côté, leur formatage, et puis qu'ils soient dans l'acceptation et surtout dans l'amour de leur enfant. Parce que c'est la primordialité. C'est vraiment passer l'amour de son enfant, peu importe qui il est, comment il est. Parce que demain, tout peut se basculer. Et après, on peut s'en mordre les doigts définitivement. Alors, on va demander à Mehdi de nous rejoindre, ce beau garçon. Bonjour. Bonjour. Alors, donc, vous êtes rentrés en disant ça à votre fils. Et comment vous vous êtes rencontrés tous les deux, alors? Ce jour-là, j'étais malade, je sortais du médecin. Oui. Donc, ma mère elle m'attendait au bar. Il y avait Isabelle, donc ma belle-mère. Ouais. Et je vois Marvin arriver avec son allure, ses chaussures, avec les pointes dessus, cette petite veste de costard. Ouais. Et là, je vois qu'il bug sur moi. Donc, je regarde Qui bug sur vous? Ah, il a complètement bugué, il est resté. C'est comme ça qu'on dit tomber amoureux chez les jeunes aujourd'hui? Il est resté devant la porte d'entrée du bar et la bouche ouverte. Et moi, je regarde ma mère, je dis, il veut quoi? Il veut ma photo? Parce qu'à la base, c'était pas du tout mon style. Donc finalement, on s'est revus, je crois, une semaine après devant le bar tabac. Donc il a voulu me taper la bise, j'ai voulu lui mettre un vent, mais finalement, je lui ai fait la bise. Mais comment il parle, lui? On va sous-titrer, alors. Il a voulu lui taper la bise, lui mettre un vent, ça veut dire la bise, il a voulu faire la bise, mais j'ai pas trop voulu au début, mais finalement, je l'ai fait. Oui. Et un dimanche, je sais pas pourquoi, je pensais à lui, tout simplement. Donc il me cherchait sur Facebook, je le cherchais aussi sur Facebook. Et finalement, on avait une amie en commun, du bar. Et c'est comme ça qu'on s'est trouvés. D'accord. Et vous aviez eu des problèmes pour annoncer votre homosexualité à votre mère? Ah oui. Pareil? Ça a été difficile? Oui, alors moi, j'ai ma mère, elle était malade, elle avait la grippe. Donc j'en ai profité à ce moment-là. Un moment de faiblesse. Un moment de faiblesse. Et donc, du coup, elle a eu encore plus de fièvre. Elle s'est remise 2-3 jours après. Et pendant 2-3 semaines, ça a été la guerre tous les deux. Ouais. Alors aujourd'hui, vous habitez ensemble? Oui. Oui. Un appartement? Appartement. Et ils ont le droit de s'embrasser devant vous aujourd'hui ou... Je sais pas, ils l'ont pas fait. Non, il y a quand même ce respect où on s'affiche pas devant nos parents. Moi, ma mère, spécialement, a fait, si vous êtes heureux, vous pouvez vous embrasser devant moi, il n'y a pas de souci. Mais autant que devant ma belle-mère ou dans la rue, jamais je m'afficherai. On ne veut pas l'imposer. Voilà. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire à votre belle-mère? Que je l'aime. Vous dites votre belle-mère, vous êtes paxé? Non. Vous avez des projets? Oui, mais pas pour tout de suite. Par la suite. De mariage? Oui. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Oui. D'abord avoir une bonne situation avant de se marier. Et là, Isabelle? Oui, d'ailleurs, oui, là aussi. Alors, Marvin, il y a une personne qui vous est chère et qui a voulu vous faire une petite surprise aujourd'hui. Salut Marvin, je voulais te passer un petit coucou, un petit bonjour de cuiserie pour te dire que je pense toujours à toi et que je t'aime, tu resteras toujours mon meilleur ami. Allez, bisous. Coucou mon amour, je te fais cette vidéo tout simplement pour te dire que je t'aime, que je tiens énormément à toi, que j'ai envie de fonder ma famille avec toi et que je suis content quand on commence à trouver une stabilité. Oui, je t'aime énormément, même si je te le dis pas souvent. Quant à toi, belle maman, tu es ma petite belle maman à moi. Donc merci pour tes conseils que tu as pu me donner tout au long de ces 3 ans. On s'est vachement rapprochés depuis qu'on est arrivé sur Marseille, Marvin et moi. Car dans les moments où j'étais pas bien, tu étais là pour m'aider.
Et sur ça, je te remercierai jamais assez. Oh, je suis choqué. Waouh. Je suis choqué, mon amour. C'est qui? C'est mon frère de cœur, c'est mon meilleur ami. Ouais. Mais pas petit copain, il n'a jamais été petit copain. Non. Non. Waouh. Et pourquoi vous pleurez comme ça? Parce que ça fait un an que je ne lui ai pas parlé. Pourquoi? Parce qu'on était un peu en froid là. Pourquoi? On est un peu comme des frères, donc on se prend la tête. Ouais. Mais ça a un lien avec votre homosexualité? Non. Pas du tout? Non. Bon. Et puis on a un petit message aussi pour Tony. Coucou Tony, je voulais juste te dire que je suis très fière de toi et de la personne que tu es devenue. Je suis contente d'avoir été l'une des premières à le savoir, de t'avoir aidé à l'assumer et que maintenant tu puisses le partager pendant cette émission. J'oublierai jamais tous les bons moments qu'on a passés ensemble. J'espère que tu vas trouver l'amour parce que tu es quelqu'un de bien et tu le mérites. Je te fais plein de gros bisous et je te dis à bientôt. Je pense fort à toi et tu me manques beaucoup. Alors, qui est-elle, cette jeune personne? Meilleure amie. Votre meilleure amie. Bon, alors vous n'avez pas de petit copain, vous? Non. Bon. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter alors, d'en trouver un? Oui. Voilà, on vous le souhaite. Merci d'être venu nous voir aujourd'hui et de nous avoir livré ces témoignages d'ouverture d'esprit et d'espérance. Merci à votre frère Tony et à Frédéric Farigou. Merci à vous pour votre fidélité. N'oubliez pas votre rendez-vous avec une histoire ce week-end en version féminin. Et sachez que France 2 met en place la plateforme Homo la haine sur son site internet. Pour apporter votre témoignage de manière anonyme, n'hésitez pas à vous connecter sur francetv.fr. A tout de suite pour un nouveau numéro de l'Histoire continue. Merci. J'ai le droit aussi, le droit d'être avec lui. J'ai le droit de vivre. Dans l'Histoire continue cet après-midi. Je viens pas de la cité, mais le beat est bon. Je viens pas de Paname, mais de Marly-Gaumont. En 2008, Kamini nous avait raconté comment la célébrité lui était tombée dessus du jour au lendemain. La cité, mais le beat est bon. Je pars en ville comme d'habitude, faire mes courses, mes trucs, et je sors du métro, il y a des gens qui m'interpellent. Hey, c'est Lino, c'est Nubo. Aujourd'hui, il vient nous parler d'un nouveau projet. C'est l'histoire de mon papa, donc c'est un médecin africain qui ouvre son cabinet dans les années 70 dans un petit village perdu, Marly-Gaumont. Il y a des noirs devant le baraque d'en face. Qui est con, lui. Et puis, vous connaissez certainement très bien le visage de Marouane. Depuis 7 ans, il incarne un rôle titre dans Plus belle la vie, l'une de nos séries préférées. J'avais passé un casting pour le rôle d'Abdel pour 6 semaines de tournage. Et ça fait 7 ans. Et il a invité l'Histoire continue à le suivre pour une folle journée. J'aime ça passionnément être un acteur, Jean-Marc. C'est ma vie. À tout à l'heure sur le plateau de l'Histoire continue. Bientôt, au sommaire de toute une histoire. Notre maman a découvert une grosseur au sein. Ces thérapeutes l'ont embrigadée dans leur système, à savoir ne pas se faire soigner par la clinique. Elle en est morte 1 an et demi plus tard. Sous prétexte d'une thérapie intensive qui devait changer ma vie, j'ai dépensé plus de 238 000 €. Des charlatans ont détruit la vie de nos invités. Il lui donnait de l'argile verte, par exemple, de l'oignon, du citron pur sur une plaie ouverte. Je l'entendais régulièrement hurler de douleur, tellement elle souffrait. Au fur et à mesure, l'évolution s'est aggravée, bien sûr, puisque le sein a complètement disparu. Elle n'avait pas du tout l'air de prendre conscience de la gravité de la situation. Il m'a fait asseoir en face à face et puis il m'a dit la thérapie se passe nue. Je suis devenue son objet dans tous les sens du terme. Aujourd'hui, elle tente de se reconstruire. Je suis heureuse de l'avoir retrouvée entière. Elle s'est rendue compte qu'en fait, elle avait été bernée par les 3 thérapeutes qui l'avaient suivie. Elle m'a demandé de déposer plainte contre eux et surtout de faire de la prévention pour éviter que d'autres personnes ne tombent dans ce type de piège.